Bienvenue à tous. C'est désormais une certitude. L'Europe traverse une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Principal pays touché désormais, la France, premier partenaire économique du Maroc. La France qui pourrait connaître dès demain soir minuit un deuxième confinement national pour une durée de 4 semaines. Une deuxième vague en Europe qui oblige les États à des mesures donc de plus en plus restrictives, y compris le confinement, et qui va avoir ses impacts économiques, y compris ici au Maroc, à quelques semaines de la présentation pleine et entière du plan de relance. À quoi s'attendre? Quel impact? À l'heure où la Chine reprend et où le Maghreb uni reste un mirage, quelles alternatives pour les entreprises marocaines? N'est-il pas temps d'opérer plus franchement une diversification de nos exportations et nos échanges commerciaux? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce mercredi 28 octobre. En deuxième partie d'émission, nous verrons comment Donald Trump a changé la face du monde à 6 jours de la présidentielle. Si le président américain n'a pas transformé les États-Unis autant qu'il l'avait clamé, il a en revanche, selon plusieurs observateurs, entrepris de contenir la place de la Chine dans le monde avec quelques succès. Quel bilan? C'est ce que nous verrons. Vos réactions, vos questions, comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce mercredi, Ayman Cheraghi, bonjour. Vous êtes expert jeunesse et société civile, consultant en ressources humaines. Amine Diouri avec nous, bonjour. Bonjour Landry. Responsable communication chez Inforisque Dun Bradstreet. Messieurs, la France en reconfinement, c'est notre principal partenaire économique. La France en reconfinement annonce logiquement ce soir donc du président Emmanuel Macron lors d'une allocution télévisée. Amine Diouri, ça va avoir des répercussions économiques ici au Maroc. Oui, très certainement. Effectivement, le reconfinement de la France va effectivement bouger un certain nombre de lignes, mais c'était déjà le cas avant. Je voudrais, avant de continuer, peut-être rappeler un certain nombre de choses, parce qu'on parle des entreprises marocaines et de notre balance commerciale. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même 66% de notre commerce extérieur. Et oui. C'est extrêmement important, et on voit qu'avec nos principaux partenaires, vous avez dit que la France était notre premier partenaire. Ça n'est pas tout à fait vrai, c'est l'Espagne. Et avec l'Espagne, on a un déficit budgétaire un déficit commercial de l'ordre de 8 milliards de dirhams contre un excédent de 1 milliard pour la France. Donc déjà, il faut savoir que d'un point de vue partenariat à travers le monde, le Maroc perd de l'argent dans les échanges commerciaux, à l'exception notable de l'Afrique. Ça, c'était la première des choses. Et puis, la deuxième chose que vous aviez évoquée, c'était qu'effectivement, ça risquait d'avoir des conséquences, cette crise, enfin cette deuxième vague, elle a déjà des conséquences. Et je pense notamment à la dernière crise qui a eu lieu entre le Maroc et l'Espagne. Et le fait que l'Espagne, justement, ait imposé des barrières non tarifaires, sur le gasoil pour les transporteurs marocains, qui alourdit le coût du transport des marchandises marocaines. Et donc ça, effectivement, c'est des pratiques qui se sont mises en place, qui avaient pour but de contenir justement les exportations marocaines vers l'Europe, vers l'Espagne. Et donc, la crise fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays pensent un petit peu à ses propres exportations, et donc essayent de contenir les autres. Et donc ça crée des pratiques qui ne sont pas très équitables pour les autres, notamment pour nos transporteurs. Et évidemment, ça a pour objectif de freiner nos exportations. Ayman Cheraghi, c'est vrai qu'on voit cette confrontation, cette guerre économique, pour reprendre les mots de plusieurs professionnels, entre l'Espagne et le Maroc. Il y a plusieurs reconfinements déjà dans des pays d'Europe, l'Irlande, les Pays de Galles, sans doute la France dès demain soir minuit. Ça commence à faire beaucoup, c'est beaucoup d'éléments perturbants pour l'économie nationale. Exactement. Notre économie à l'import comme à l'export, je ne vais pas dire qu'elle risque d'être touchée par la pandémie du Covid, mais je pense que c'est le deuxième impact conséquent depuis l'impact d'avril et de mai dernier. C'est-à-dire, on espérait un petit retour à la normale, mais avec l'apparition de la deuxième vague, retour aux mêmes conditions, je dirais pénibles, pour nos échanges commerciaux, tel qu'il était le cas en mars et en avril dernier. Le problème avec ce recul de l'activité au Maroc ou à l'Europe, avec nos partenaires commerciaux, principalement l'Espagne et la France, Amine
Karine l'avait dit, le continent européen, à lui seul, c'est à peu près, c'est la majorité de nos échanges. La France et l'Espagne, c'est à peu près 40%. Deux pays représentent à peu près 40% de nos échanges. Maintenant, ce qui est spécifique avec cette crise, c'est que c'est une crise qui n'est pas relative, je dirais, à une politique économique, qui n'est pas relative à une politique monétaire, qui n'est pas relative à une décision. C'est une crise de la production, de l'offre. Aujourd'hui, par exemple, si on annonce un confinement total en France, c'est que il y a des entreprises qui vont fermer, des gens qui ne vont pas pouvoir aller au boulot, qui vont devoir rester à la maison pour garder leurs enfants. Des commandes qui vont pas pouvoir se faire. Absolument. Et du coup, une perte de jours de travail. Et donc de la production, donc un déplacement de la courbe de l'offre. C'est une crise de l'offre, c'est une crise de production, et on ne peut pas la corriger celle-là par un retour à l'activité économique normale, ce que fait la politique publique. Mais maintenant, la seule issue, c'est de maintenir les revenus de ces gens confinés, de cet appareil productif confiné. Ouais. Maintenir les revenus des entreprises, mais également les revenus des ménages, et cela pousse encore les gouvernements à être dans le brouillard. Et certainement, les déficits publics sont aggravés, mais également, bon, bref, pour dire, nous avons un hiver très difficile économiquement devant nous. Ouais, et pour l'instant, au niveau de la dette mondiale, on a atteint les 100% du PIB. Donc, cette crise de Covid-19 a considérablement augmenté les dettes des États. 11 000 milliards de dollars en plus de dettes, plus 19% par rapport à 2018. Cette deuxième vague risque d'avoir des conséquences. Amin Diouri, le FMI est le plus pessimiste au niveau de la récession pour le Maroc. Il prévoit une récession de 7% avec cette deuxième vague qui arrive en Europe et ces reconfinements à la chaîne. On risque de se diriger vers encore plus en dessous des 7% des prévisions du FMI, selon vous ? Alors effectivement, après il faut voir l'impact que ça aura sur nos partenaires économiques. Je pense quand même que la France notamment a tenu compte des effets de la première vague en mars, parce qu'effectivement à ce moment-là on s'est rendu compte que tout était bloqué, notamment en termes d'approvisionnement provenant de la Chine, et donc ça avait bloqué les usines en France et toute l'activité en France. Je pense qu'effectivement. Et puis le deuxième point, c'est aussi que. Et là, ça ne va pas être le cas justement. Là, apparemment, c'est un reconfinement, mais un reconfinement bien différent, voilà, par rapport à celui qui a été prévu. Exactement. Il y a un effet d'expérience depuis 6 mois maintenant, qui est un effet d'apprentissage. Et donc l'idée, c'est pas de bloquer toute l'économie française, c'est effectivement que l'économie continue de fonctionner, tout en essayant de limiter le risque sanitaire. Donc, à mon avis, il ne faut pas non plus s'attendre à un blocage total des approvisionnements comme ça s'est passé en mars. Je pense qu'effectivement, l'aspect économique va continuer de fonctionner plus ou moins normalement. Mais voilà, après, il faut voir effectivement l'impact sur nos entreprises. Je rappellerai juste une chose, rien que la première vague a entraîné jusqu'à présent, enfin les prévisions pour 2020, on parle quand même d'une baisse de 16%, ça c'est une prévision de la Banque centrale, lors de 16% de nos exportations. Et on voit qu'à côté de ça, on avait dit à un moment donné par rapport à cette crise, et notamment le fait que nos partenaires, notamment la France, voulaient relocaliser une partie de leur industrie qui était éparpillée un peu partout, les relocaliser en France et dans les régions proches. Ça pouvait être une opportunité pour le Maroc. Et malheureusement, on s'est rendu compte rapidement d'une chose, et je pense notamment à l'industrie textile, c'est que, en fait, ça n'a pas été tout à fait le cas, puisque aujourd'hui, en termes d'approvisionnement de l'Union européenne, le fournisseur Maroc est celui qui a perdu le plus de parts de marché par rapport aux autres, notamment les Chinois qu'on pensait complètement perdus. Donc, effectivement, on pensait que les cartes allaient être rabattues, ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Ouais. Et on rappelle ce chiffre que vous avez fourni au sein d'Inforis, 412 milliards de dirhams, c'est le montant estimé des pertes en chiffre d'affaires de la totalité des entreprises marocaines pour l'année 2020 à cause de la crise Covid 2020. 2020 pour l'instant, ça fait beaucoup. On parle que de marché local, oui effectivement, et on ne parle que de marché local. Ouais. On ne parle pas de marché export. Effectivement, c'est une nuance qui est importante. On sait que, voilà, je l'ai dit à l'instant, les exportations sont en train de souffrir actuellement. La deuxième vague n'améliorera pas les choses, ça c'est une évidence. Mais il faut aussi voir des opportunités. J'ai parlé de menaces, notamment dans le cadre de pratiques commerciales qui n'étaient pas très faires.
Mais à côté de ça, il y a aussi des opportunités que nous devons absolument saisir dans pas mal d'industries dans lesquelles nous sommes présents aujourd'hui et sur lesquelles il faut qu'on se positionne très rapidement parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces opportunités, si on ne les prend pas aujourd'hui, d'autres les prendront et ce seront des opportunités gâchées pour nos industries. Je pense notamment dans le cas toujours de l'industrie textile, j'ai lu une étude très intéressante il y a quelques jours sur le fait qu'aujourd'hui, on devait orienter, j'ai dit qu'on avait perdu déjà 30% nos exportations vers l'Europe avaient baissé de 30%, et par rapport à d'autres, on avait perdu des parts de marché. Mais à côté de ça, une étude très intéressante qui disait que justement l'industrie textile marocaine devait plutôt se positionner sur les EPI, c'est-à-dire les équipements protection individuelle, en fait tout ce qui est matériel médicaux, blouses médicales, etc., masques, et qu'on devait absolument en produire beaucoup plus pour les exporter vers l'Europe, et que c'était une niche aujourd'hui qu'il fallait qu'on prenne absolument. Ayman Charaghi, il y a quelques jours, Franck Riester, le ministre français du Commerce extérieur, était en visite au Maroc. On a évoqué entre le Maroc et la France les différents plans de relance respectifs. On a abordé les perspectives d'avenir. C'est vrai que du côté de la France, notamment dans l'industrie automobile et aéronautique, on prévoit de grands chamboulements. Pour l'industrie aéronautique, on a vu cette annonce d'Airbus qui prévoit un avion à hydrogène d'ici 2035. Ça veut dire que mécaniquement, il devrait y avoir des répercussions sur l'industrie aéronautique ici au Maroc, sur l'industrie automobile. Les nouveaux métiers mondiaux du Maroc vont devoir se réinventer. Et ces nouveaux métiers aujourd'hui rentrent dans le giron de la quatrième révolution industrielle. Et aujourd'hui, tous les pays développés ou émergents, en voie de développement, essayent de reconfigurer, de reconstruire leur politique industrielle afin de ne pas rater cette transition qui, à mon avis, est d'autant accélérée aujourd'hui avec la pandémie, avec les conditions spéciales de la pandémie. D'ailleurs, dans quelques jours, dans quelques semaines, on s'attend à la nouvelle politique d'accélération industrielle du Royaume, qu'on a sommairement, qu'on a, je dirais, abusivement qualifié de 2.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on doit un peu plus complexifier la chaîne de valeur, gagner en scale, et que les politiques industrielles classiques aujourd'hui ne sont pas viables vu les conditions actuelles. Donc c'est normal de voir les ministres de l'industrie, les ministres des économies, mais également les instances qui régulent un peu les exportations et les importations entre les pays, faire des concertations, des appels, comment est-ce qu'on peut faire de l'intégration ensemble, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce que vous ne savez pas faire et comment on peut les faire ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ce nouveau plan d'accélération industrielle, on sait que le quatrième pilier sera celui de la décarbonation pour s'agripper à l'Europe, puisqu'il y a un grand projet de décarbonation de l'économie européenne d'ici 2050, arriver à la neutralité. Ça veut dire que finalement, on va rester bien dépendant encore de l'Europe dans les prochaines années. Je pense que c'est une évidence parce que nous n'avons pas encore les moyens de ces ambitions qui vont nous permettre d'aller creuser d'autres partenariats à l'international, creuser d'autres alternatives d'export-import parce que tout simplement notre tissu industriel n'est pas suffisamment compétitif pour aller pouvoir négocier des termes intéressants avec les deux Amériques ou avec l'Asie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Europe continue, il va encore demeurer notre premier partenaire commercial et industriel par excellence, proximité géographique, alignement en termes de fuseaux horaires, mais également déjà expérience acquise et même notre tissu productif connaît un peu les exigences de l'Union européenne, des mesures, des lois, de la régulation. C'est-à-dire que notre système peut facilement s'adapter par rapport aux nouvelles régulations de l'Union européenne, mais très difficilement par rapport à d'autres partenaires étrangers. Et pourtant, on parle beaucoup de Made in Maroc. Amine Djouri, le Made in Maroc, finalement fable ou réelle opportunité, réelle possibilité dans les prochains mois, dans les prochaines années? Non, bien sûr, il y a énormément de choses à faire pour le Made in Morocco. Je parlais tout à l'heure de relocalisation. Une étude très intéressante, justement, les industriels français, le gouvernement français est en train de travailler justement sur réfléchir quelles sont les industries qu'ils peuvent implanter en France justement ou dans la région proche de la France, donc ça concerne le Maroc, et on voit que ça représente des montants colossaux puisqu'on parle de presque 400 milliards d'euros, et dans ces 400 milliards d'euros, évidemment le Maroc peut essayer de capter une partie de ces
cette sous-traitance industrielle et l'implanter dans nos industries, dans notre pays. Et notre pays a quand même, le Maghreb Morocco a un certain nombre d'avantages. C'est que déjà, il y a une base industrielle qui est déjà existante, qui est forte, et donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc on peut faire déjà énormément de choses avec notre base industrielle existante. Après, se pose la question effectivement de la compétitivité, et je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait Ayman par rapport au fait que on travaille avec l'Europe parce que voilà, on se connaît, mais en même temps on n'est pas compétitif. On se doit d'être compétitif avec l'Union européenne et avec tous nos partenaires commerciaux. C'est une nécessité, et on le voit bien, la guerre économique aujourd'hui nous impose d'être compétitif avec l'Espagne, avec des pays comme la France, justement, pour faire diminuer ce déficit de la balance commerciale qui pèse fortement sur nous aujourd'hui. Deuxième partie des Décos Nord-Atlantique ce matin, toujours avec Amine Diori depuis Kenitra. Rebonjour Amine Diori. Rebonjour depuis Kenitra. Vous êtes responsable communication chez Inforisque Dun Bradstreet. Ayman Cheraghi en studio avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Expert jeunesse et société civile et consultant en ressources humaines, on parle avec vous bien de cette deuxième vague en Europe qui a ses répercussions, qui va avoir ses répercussions sur l'économie nationale. On parlait du Made in Morocco juste avant la pause. Amine Diori, on peut se poser une question, c'est vrai que on voit qu'il va y avoir des chantiers assez colossaux pour les entreprises marocaines en matière de décarbonation, notamment dans les prochaines années, dans les prochains mois. Projet donc de décarbonation, projet Made in Maroc, est-ce que tout cela est compatible? Est-ce que tout cela peut se faire en même temps? Alors, évidemment, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tous ces projets dont on parle, vous avez cité des deadlines qui parlent de 2035, 2050. Bien évidemment, ça va prendre énormément, ce type de projets vont prendre énormément de temps avant de se mettre en place. Aujourd'hui, on a des industries qui fonctionnent déjà. Je pense que l'idée, c'est surtout de tirer profit de ce qui existe, de nos industries qui fonctionnent, de se focaliser sur des segments de marché, des niches de marché pour lesquelles on peut être hyper compétitif et pour lesquelles on peut exporter. Je pense qu'aujourd'hui, le Made in Morocco, ce sera plutôt ça. C'est pas d'imaginer qu'on va commencer tout de suite à aller vers des industries à très forte valeur ajoutée ou qui sont complètement différentes de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça prendra énormément de temps. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se focalise sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de l'industrie textile avec des niches de marché. Mais c'est exactement la même chose pour l'industrie automobile. Et demain, l'aéronautique, c'est un peu plus compliqué parce que là, effectivement, la situation de l'aéronautique de manière générale à travers le monde est extrêmement compliquée. On n'attend pas de reprise avant au moins 2 ans. Oui. Donc effectivement, toute l'industrie du haut de la chaîne jusqu'en bas risque de souffrir énormément. Mais pour toutes nos autres industries qui fonctionnent, il faut se servir de nos capacités pour pouvoir mieux vendre. Ouais, et on aura des taxes carbone davantage élevées dans les 2 prochaines années pour les entreprises marocaines qui ne respectent pas les règles européennes. Il y aura une taxe carbone européenne qui sera beaucoup plus importante. Ayman Cheraghi, sur ce Made in Morocco, on voit, Amine Diori nous dit qu'il y a des opportunités, notamment dans le domaine du textile, dans l'automobile, peut-être même l'artisanat. C'est vrai que l'artisanat, on a vu quelques efforts qui ont été faits par le gouvernement pour promouvoir déjà ici au Maroc, à travers la rayon de supermarché, l'artisanat national, le Made in Morocco. Il y a peut-être des perspectives d'avenir assez intéressantes dans ce domaine-là. Absolument, et je pense que pas uniquement que l'artisanat, mais n'importe quel secteur où nous pouvons être compétitifs et où nous pouvons être, je dirais, un peu les seuls à pouvoir le faire durant 3, 4, 5 ans. Ce qui est difficile en se positionnant sur une niche qui n'est pas, ou bien qui est très abordable également par d'autres compétiteurs, par d'autres pays, c'est que l'avantage comparatif est souvent de courte durée. Et il nous faut aller vers quelque chose que nous maîtrisons et que d'autres pays seraient dissuadés ou peut-être n'y verraient pas un grand avantage. Et l'artisanat fait partie justement de ces secteurs et qui caractéristique où la touche culturelle, la touche marocaine, mais également notre savoir-faire traditionnel millénaire peut être incorporé là-dessus. Et pour cela, il faudrait trouver une solution à un plus grand problème qui s'appelle le tourisme.
parce que l'artisanat est intimement lié au tourisme intérieur, mais également extérieur, au flux de personnes qui consomment le produit d'artisanat, offline, mais également aujourd'hui avec la tendance online, comment pouvoir le faire. Je pense que des niches pareilles, qui sont caractéristiques, qui ont la touche marocaine, qui sont très difficilement imitables par d'autres pays, pourraient être un secteur intéressant. Et au Maroc, on n'a pas suffisamment de secteurs forts. Nous avons des secteurs forts. Bon, l'industrie automobile, câblage, fil isolé, minéraux fertilisants, acide phosphorique, quelques produits, conserves de poisson, mais il nous faudrait diversifier davantage cette offre et la diversifier d'une manière pas forcément très budgétivore en termes d'investissement capitalistique, mais surtout très spécial et difficilement imitable ailleurs. C'est ça. Et par la suite, par un fait de capitalisation sur une économie solidaire intérieure, les ramifications et les bienfaits de cette diversification pourraient très bien faire bénéficier à toutes les personnes dans la chaîne des valeurs, y compris les grands exportateurs, mais également les intermédiaires, les distributeurs et jusqu'aux petits artisans aujourd'hui qui est dans une situation difficile. Ils sont un peu partout, Agadir, Marrakech, Souaira. On les voit en train de souffrir des répercussions économiques de cette crise. Il faudrait les intégrer dans une chaîne de valeur beaucoup plus grande et qui va jusqu'à l'international. Amine Diouri, pour conclure, est-ce qu'il est temps, selon vous, dans la période post-Covid qui va s'ouvrir, d'opérer plus franchement une diversification de nos exportations ou pas du tout? Je pense notamment, entre autres, au Maghreb. On parlait souvent d'un Maghreb uni. Pour l'instant, ça reste encore un sacré mirage. Pourtant, il y a sans doute des alternatives intéressantes pour les entreprises marocaines. Oui, effectivement. Bon, alors après, parler du Maghreb uni, je pense que c'est un peu un mirage actuellement. Mais il y a d'autres opportunités. Je pense notamment avec l'Afrique. Et toujours dans le cadre de l'industrie textile, par exemple, on peut s'approvisionner auprès de pays comme le Mali qui produit par exemple du coton brut, intégrer les industries de coton du Mali dans notre chaîne d'approvisionnement pour faire du textile et pouvoir ensuite l'exporter vers l'Europe ou vers d'autres pays. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des opportunités intra-africaines et notamment tout ce qui est négocié actuellement au niveau des zones de libre-échange africaine justement va favoriser ce rapprochement entre pays africains, et ça c'est une très bonne chose. Maintenant, très honnêtement, la question de la compétitivité, elle est extrêmement importante. On n'en a pas beaucoup parlé, mais finalement c'est ça la clé de notre réussite future. Et malheureusement, cette clé de la compétitivité, ça veut dire qu'on doit reposer les questions importantes, c'est-à-dire la question de la fiscalité qui touche les entreprises, la question du coût du transport, la question du coût de l'énergie, la question des ressources humaines et sa suffisance justement pour être compétitif. Toutes ces questions-là sont plus générales, plus globales, et c'est ça qui fait qu'on sera capable d'être demain compétitif face à d'autres pays. On le voit, par exemple, dans cette crise, on n'a pas été capable aujourd'hui, notamment dans certaines industries, de prendre des parts de marché à l'export. On a vu que nos concurrents directs, la Turquie, la Chine, le Vietnam et un certain nombre de pays qui ont des faibles coûts de main-d'œuvre, nous sont passés devant. Il faut qu'on se pose la question aussi de la compétitivité de nos entreprises. Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus générale. Dans un instant, comment Donald Trump a changé la face du monde? C'est le deuxième sujet que nous abordons à 6 jours de la présidentielle américaine. On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Ayman Cheraghi, un coup de gueule, un coup de cœur? Un coup de gueule contre les nouvelles décisions restrictives dans cette, je dirais, deuxième vague que connaît le Maroc. Un grand point d'interrogation quant à la fermeture des salles de sport. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'estime personnellement que les salles de sport constituent un moyen de lutte contre la pandémie en renforçant le système immunitaire des personnes qui s'y entraînent, et qu'aujourd'hui c'est très facile de contrôler le nombre de personnes dans une salle de sport en faisant un système de prise de rendez-vous à l'avance avec un minimum de 5-6 personnes par heure et par créneau dans un jour déterminé, interdire la prise de douche et les vestiaires. Mais aujourd'hui il est fermé comme ça d'un coup, alors qu'il y a d'autres endroits de la vie publique qui contiennent beaucoup plus de gens, et notamment les administrations même publiques ou les mosquées, etc. Je pense que le sport est un facteur de résilience dans cette pandémie et qu'il faudrait revoir les mesures restrictives face aux salles de sport. Amine Diouri, un coup de gueule, un coup de cœur?
Alors moi j'irais plutôt sur un coup de cœur et on a parlé d'empreinte carbone tout à l'heure. Oui. C'est un peu c'est un peu mon coup de cœur, c'est-à-dire que il y a un partenariat qui vient d'être signé entre Barrick El Maghrib et PSA justement pour que PSA équipe la Poste de véhicules complètement électriques. Donc tous nos facteurs seront, près de 200 véhicules seront électriques, seront produits justement pour nos facteurs pour la livraison de courrier à travers le pays. Et donc, Barrick El Maghrib est donc la première grande entreprise entre guillemets à ouvrir le bal de l'électrification des flottes. Et c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, on a besoin de diminuer cette empreinte carbone qui nous coûte tant au niveau environnemental. Deuxième sujet ce matin, comment Donald Trump a changé la face du monde. Si le président américain n'a pas transformé les États-Unis autant qu'il l'avait clamé, il a en revanche, selon plusieurs observateurs, entrepris de contenir la place de la Chine dans le monde. Avec quel succès? Comment a-t-il fait? C'est ce que nous allons voir ce matin. D'abord, Imad Charagui, peut-être un point sur les derniers sondages. On est à 6 jours de la présidentielle américaine. Pour l'instant, la moyenne de l'ensemble des instituts de sondage américains apporte ce matin un écart d'à peine 7,1 points entre Joe Biden et Donald Trump. On rappelle qu'en 2016, c'était 8 points d'écart entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ça veut dire que la marge se réduit de plus en plus. Exactement, et je pense que la marge se réduirait encore davantage durant les prochains jours, jusqu'à ce week-end. Franchement, j'ai assisté il y a quelques jours à une séance de présentation organisée par l'ambassade des États-Unis. Ils ont ramené un expert américain qui parlait justement des spécificités des élections américaines, etc. Et c'est un expert qui a des dizaines d'années d'expérience dans le sujet. Et il a dit texto... jamais dans l'histoire des élections des États-Unis, à partir des années 2000, l'écart n'a été aussi serré et les pronostics n'étaient assez divergents en quelque sorte. C'est-à-dire que très difficile de dire aujourd'hui qu'est-ce qui va faire plier, je dirais, ou plutôt renverser la tendance entre un candidat et un autre. Et maintenant, les États disputés, Floride, Texas, Pennsylvanie, Wisconsin, il faudrait attendre pas uniquement le 3 novembre, mais également les jours d'après, avec le décalage horaire, avec bien sûr l'ouverture des ballots fermés. C'est-à-dire que le suspense va encore durer au-delà du 4 au 5 novembre. Et je pense que les deux candidats, en fin de compte, vont se tenir bien. L'écart va être serré. Et dès maintenant, impossible de décider et de dire potentiellement qui sera président. Et la preuve, c'est que les grands États ou les États n'ont pas encore dévoilé leur stratégie de lobbying ou leur appui. On se souvient l'année dernière, à cette époque, à peu près, le Maroc en 2016 avait publiquement annoncé son soutien à Hillary Clinton et sa contribution au fond, d'ailleurs, de campagne électorale de Hillary Clinton. Et d'autres pays font ça. Aujourd'hui, ces déclarations d'intention ne sont pas là, c'est-à-dire que les jeux sont toujours serrés et qu'il n'y a pas un vainqueur qui se profile à l'horizon. Et pourtant, il y avait grand écart, encore il y a un mois et demi, un mois entre Biden et Trump, et cela se réduit. Ouais. Amine Duri, on va parler de la politique étrangère du président américain, politique étrangère surprenante, bien différente de l'ensemble de ses prédécesseurs. On peut dire que Donald Trump a changé la face du monde ces 4 dernières années? Alors, juste une précision quand même. Je pense quand même que le vote par correspondance, parce que période Covid oblige, il y a près de 60 millions d'Américains qui ont voté par correspondance. Et à mon avis, ça joue davantage en faveur de Biden. Et c'est pour ça que Trump, aujourd'hui, est en train de mobiliser son électorat pour qu'il aille voter dans les urnes le 4 novembre. Mais à mon avis, voilà, c'est pas joué complètement et le retournement n'est pas gagné. Ouais, c'est un record, en tout cas, effectivement, ce vote par correspondance. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Effectivement. Alors, concernant la question de la politique étrangère, j'ai lu des choses très intéressantes et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, Trump, il n'est pas si éloigné que ça que de son prédécesseur Obama en matière de politique étrangère. C'est-à-dire, en fait... Tiens donc, parce que c'est vrai, ça pourrait surprendre quand on entend ça. Expliquez-nous. Effectivement, mais en fait, Obama, il a fait quoi? C'était un repli diplomatique des États-Unis. La non-intervention en Syrie, par exemple, quand il était président, le fait d'être... après, le style diplomatique change, évidemment. Obama n'a jamais insulté ses partenaires, ni remis en cause un certain nombre de partenariats de libre-échange, mais finalement, le fond est resté, c'est-à-dire que
les États-Unis en train de se referment sur lui-même depuis un certain nombre d'années. Ça a commencé avant Trump et ça continue avec Trump, mais de manière beaucoup plus visible. Et en fait, la lutte contre la Chine qui aujourd'hui traverse quasiment tous les camps américains, que ce soit les républicains ou les démocrates. L'ennemi entre guillemets chinois est désigné comme l'ennemi numéro 1. C'est pas Trump qui l'a inventé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'élite politique américaine considère que il faut se focaliser sur la Chine, ne pas aller faire des guerres qui finalement ne rapportent rien, et se replier un peu sur soi-même. Donc à ce niveau-là, je pense que Trump n'a pas inventé grand-chose. Maintenant, effectivement, ce qui est nouveau, ce qui a fait la force de Trump, c'est plusieurs choses. C'est de s'appuyer sur le conservatisme religieux américain. C'est le fait de parler de patriotisme économique. Ça, c'est effectivement c'est ce qui a fait sa force et c'est ce qui a permis qu'il soit. Il a renégocié effectivement beaucoup d'accords de libre-échange. Hein. Il a renégocié. Effectivement, c'était ses promesses de 2016 et effectivement, les accords transpacifiques et l'ALENA ont été renégociés. Effectivement, et ça a été à l'avantage des États-Unis, parce que c'est aussi ça. Si on s'arrête à la période 2016-2019, finalement, d'un point de vue économique, honnêtement, il avait un parcours presque parfait jusqu'à fin 2019, c'est-à-dire un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans. Et même les Afro-Américains avaient un taux de chômage extrêmement bas, un taux de pauvreté qui était au plus bas, des revenus qui augmentaient et des taux de croissance qui étaient extrêmement élevés. Donc finalement, on se rendait compte que si on s'arrêtait à 2019, il avait tout bon. Parce que finalement, c'est quoi la politique étrangère a orienté aussi, a eu des effets positifs sur sa politique économique et donc sur la population américaine. Mais nous, quand on voit ça de loin, c'est-à-dire que nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas concernés par la croissance américaine, mais quand on voit sa politique étrangère, on se dit c'est un fou. Mais en réalité, tout ce qu'il a fait a eu des effets bénéfiques sur sa population locale. Ayman Sharagi, quelle image vous retenez, vous, du président américain sur sa politique étrangère? Celle où il serre la main de Kim Jong-un ou des déclarations, des joutes verbales? Que retenez-vous, vous, de ces 4 années? Énormément de highlights, énormément de moments phares. Dès la première semaine, la fermeture des frontières pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane et la fameuse déclaration quant à démarrage de la recherche de financement pour la construction du fameux mur avec le Mexique. Je me rappelle également dès sa prise de fonction du retrait des États-Unis de l'accord climatique, l'accord de Paris, de la COP, et puis comme justif, il avait dit que ça serait accepter cet accord serait fermer beaucoup de producteurs américains avec des régulations excessives. Là où ça détruirait des emplois dans le secteur pétrolier. Absolument. D'ailleurs, ça a été un des arguments encore qu'il a répété lors du débat avec Biden la semaine dernière. Exact. Là, je rejoins ce qu'a dit Amine, c'est que dans le fond, effectivement, la politique étrangère de Trump n'est pas différente de celle d'Obama, mais dans la forme, les méthodes utilisées ont été beaucoup plus virulentes et agressives. Pourquoi? Pour aller plus vite? Pour aller plus fort? Je pense que pour aller plus vite, et là, premièrement, je pense à l'abolition de l'accord nucléaire avec l'Iran en 2015. Qui était l'une des réalisations majeures du président Trump. Ça a secoué beaucoup de monde. Hein. Absolument. Et d'ailleurs, ça a entraîné un effet de répercussion, un effet boule de neige qui nous a amené jusqu'au meurtre du général Qassem Soleimani et ce qui s'est arrivé par la suite. C'est qu'aujourd'hui, Trump a diabolisé l'Iran, a diabolisé la Chine en vue de réduire une fracture commercial et un déficit commercial avec la Chine, mais avec l'Iran, contenir ce régime menaçant pour le Moyen-Orient et surtout pour Israël à sa place, c'est-à-dire que dans le fond, la politique est la même, mais dans la forme, les méthodes ont été beaucoup plus virulentes. Et des normalisations avec des pays arabes pour Israël. Absolument. D'ailleurs, il espère encore en avoir dans les prochains jours. Et là, on remarque d'autant la différence, c'est que
Obama, effectivement, il a réduit la présence militaire au Moyen-Orient, mais c'était pas une très forte réduction. Mais Trump, il a réellement réduit la présence militaire encore plus fortement que Trump, absolument. Aucune guerre pour un président américain, c'est rare. Hein. Et il a opté pour une autre manière. C'est qu'au lieu de faire du lobbying ou de la force par la présence militaire, il l'a fait directement par la négociation de ce qu'ils ont appelé un accord de paix entre les États, certains États arabes et Israël. Et ça a démarré avec le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et par la suite convaincre deux pays pour l'instant, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, de formaliser et verbaliser leurs relations contractuellement avec Israël et réduire un peu les tensions dans la région. Donc effectivement, je pense qu'il a accéléré le changement au Moyen-Orient d'une manière assez spectaculaire. Bon, ça fait beaucoup d'épisodes. On pourrait croire que c'est sur 2 mandats, mais non, c'est sur seulement un mandat. Amin Youri, 4 ans. Et avec la Chine, finalement, quel bilan en faites-vous? Est-ce que c'est un succès pour Donald Trump ou pas? Lui qui a tout de même obtenu un accord commercial au début de l'année, avant le Covid-19. Oui, effectivement, après de longues négociations qui ont été très brutales, c'était d'une brutalité extrême, avec des pressions qui étaient mises sur les fleurons chinois. Maintenant, est-ce que le succès est au rendez-vous? D'après ce que je vois, non, puisque finalement le déficit commercial avec la Chine s'est à nouveau creusé ces derniers mois. Donc finalement, tout ce qu'il a entrepris n'a pas porté complètement ses fruits. Je pense que c'est un semi-échec malgré tout. Oui. Bon, en tout cas, les restrictions envers Huawei commencent à payer à travers le monde. On voit des États qui rejoignent les États-Unis sur la question des infrastructures 5G. Mmh. Oui, non, effectivement, de ce point de vue-là, il a marqué un point. Maintenant, effectivement, la guerre porte sur d'autres fleurons, notamment TikTok aux États-Unis. Oui. Donc oui, cette guerre, elle n'est pas prête de s'arrêter. Cette guerre économique, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et je pense qu'effectivement, même Biden, s'il est élu, je pense que finalement on ne sera pas très loin en termes de politique étrangère. Alors le style va changer évidemment. On sera sur un style beaucoup plus rond, plus diplomate entre guillemets. Mais le fond restera le même, je pense. C'est-à-dire on ne verra pas des États-Unis intervenir militairement dans le monde. Et il faut voir une chose, c'est que l'aile gauche des démocrates ne voit pas d'un bon œil justement ces interventions militaires et préfère qu'on se focalise, que le président se focalise sur les citoyens américains les plus pauvres. Et finalement, c'est un peu l'idée qu'a eu Trump, c'est-à-dire finalement, effectivement, tout sur l'économie, justement pour améliorer le niveau de vie de l'Américain moyen. Ayman Sharaghi, pour conclure? Pour conclure, je dirais que Donald Trump n'a pas uniquement changé la face du monde, mais il a changé également la manière avec laquelle le reste du monde voit les États-Unis. Selon un dernier sondage du prestigieux Pew Research Institute, réalisé sur les 5 continents, la confiance dans l'establishment, la confiance dans le pouvoir économique, le leadership politique, le leadership géostratégique des États-Unis sur la scène mondiale a baissé de plus de 23%, de 24%. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus vus et reconnus comme ce leader mondial capable de gérer exactement le gendarme de monde. Donald Trump a changé cette perspective et les États-Unis s'éloignent, se recouvrent de plus en plus dans son continent, loin des plus grandes, des plus grands enjeux. Et ce qui se passe aujourd'hui en Libye, dans d'autres pays, dans la Méditerranée, et les États-Unis sont loin de ces considérations géostratégiques, prouve effectivement que les États-Unis ont pris de recul par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Merci beaucoup, messieurs. Ayman Sharaghi, expert jeunesse et société civile, consultant en ressources humaines. Amin Youri, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt, responsable communication chez Inforisque. À très bientôt. Dun & Bradstreet. À très bientôt, Ayman Sharaghi. Dans quelques instants, les experts atlantiques présentés par Badr Saoudi. C'est à 10h10. Excellente matinée à toutes et à tous.